Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là en nombre, ça fait plaisir de voir autant de monde dans cette salle. On a organisé une conférence un petit peu dans l'urgence parce que Romain Anger, ici présent, nous fait la gentillesse de venir sur Bordeaux pour un projet avec Aquitanis. Et donc on s'est dit que de l'avoir sur Bordeaux sans le faire venir, c'était un petit peu dommage. Donc on a organisé ça un peu rapidement, c'est pour ça que les communications sont parties à la bourre, etc. etc. Mais on a réussi. Donc je vais te laisser te présenter, Romain, parce qu'il y a 4 lignes de diplôme, etc. Donc je ne vais pas m'en occuper, je vais le laisser le faire. Je veux juste simplement remercier beaucoup les deux partenaires de cet événement, qui sont Aquitanis, évidemment, ainsi que le bureau d'ingénierie 180 degrés, qui nous ont beaucoup aidés pour l'organisation de ce petit projet qui a été très rapide. Voilà, je souhaite une bienvenue aussi à tous les étudiants de première année de l'école d'archi, puisque vous démarrez. Donc profitez-en bien, vous avez 5 ans géniaux. Voilà, je laisse la parole à Romain, à bientôt. Bonsoir à tous. Donc tout d'abord, je voulais remercier le 308 pour nous inviter ce soir pour présenter un peu notre philosophie, et puis aussi Paul Roland de PM Architecte, et puis Aquitanis, avec qui on va sûrement travailler au bassin d'Arcachon. Donc la conférence de ce soir, je l'ai intitulée Terre et fibres végétales, matériaux de construction du futur. Donc moi, je m'appelle Romain Anger, j'ai une double casquette, je travaille au laboratoire Cratère, qui est un laboratoire qui est connu pour travailler surtout sur la construction en terre crue, qui travaille un petit peu partout dans le monde sur plein de projets de habitat, patrimoine, etc. Et dans le cadre de ce laboratoire, il y a 3 équipes, habitat, matériaux, patrimoine. Moi, je m'occupe de l'équipe matériaux. Et en même temps, je suis directeur pédagogique et scientifique d'un projet financé par l'État, qui dure de 2012 à 2019, qui s'appelle AMACO. AMACO, atelier matière à construire. Et il y a 3 mots importants pour nous, le mot matière, le mot pédagogie et le mot construction. Donc les partenaires de ce projet, c'est à l'image de la philosophie qui nous habite. Le projet se situe au carrefour de 3 cultures. Culture du physicien avec le SPCI, une école de physique et chimie de Paris. Culture de l'ingénieur avec l'INSA de Lyon et culture de l'architecte avec l'école d'architecture de Grenoble où est basé Cratère. Et ces 3 cultures se rassemblent aux grands ateliers autour d'un projet de pédagogie par l'expérimentation. Voilà, c'était un petit peu pour me présenter. Donc je vais faire une présentation en 2 parties. Première partie, la terre, et deuxième partie, les fibres végétales. Donc pour la terre, on va descendre petit à petit les échelles. Je vais commencer par l'architecture, le langage des formes. Ensuite, je parlerai de matériaux, langage des gestes. Et puis, je finirai avec la matière. Alors, pour la partie architecture, je commence tout de suite avec un exemple que vous connaissez tous, qui est la Grande Muraille de Chine. Contrairement à ce que croient la plupart d'entre vous, la Grande Muraille de Chine n'est pas uniquement construite en pierre. Elle est aussi construite en terre crue sur des milliers de kilomètres. Et ce qui est fascinant avec cette grande muraille, c'est qu'elle va changer de nature en fonction du sol sur lequel elle est construite. Elle est en pierre sur la pierre, en terre sur la terre, et on le verra parfois aussi tout à l'heure, en sable sur le sable. Et cette logique, c'est celle qu'on retrouve partout sur la planète. On estime qu'entre 1/3 et la moitié de la population mondiale vit dans des constructions en terre crue. Parce que partout sur la planète, les hommes et les femmes construisent avec les matériaux qui sont sous leurs pieds. Alors, parfois, à des centaines de kilomètres à la ronde, les gens n'ont pas d'autres alternatives pour construire. C'est le cas par exemple ici à Djenné, au Mali, une ville du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est entièrement construite en terre crue. Et vous voyez sur ce paysage, il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de bois. Et donc la terre crue est la seule alternative possible. Alors il ne faut pas penser que cette logique, ce lien qui existe entre la géologie d'un lieu et l'architecture qui pousse dessus, est une logique exotique. On a exactement la même chose chez nous. Chez nous, en France, il y a 20% des maisons qui sont construites en terre crue. Et on va retrouver les 4 techniques
de construction traditionnelle aux quatre coins du pays, c'est-à-dire les maisons en pisé, beaucoup vers chez nous, en Rhône-Alpes, les maisons en boche, par exemple, en Bretagne, les maisons en briques de terre crue, appelées adobe, dans la région du sud-ouest, vers Toulouse, par exemple. Puis un mot que vous connaissez peut-être, c'est le mot torchis. Le mot torchis, c'est un mélange de terre et de paille qu'on utilise pour remplir les maisons à colombage, que là, on va retrouver dans tout le nord de la France. Alors, aujourd'hui, les temps changent, ou plus précisément, l'image du matériau terre est en train de changer sous nos yeux. Il y a un basculement qui est en train de s'opérer dans l'imaginaire collectif de l'image d'un matériau traditionnel et alternatif, voire passéiste dans le pire des cas, à l'image du matériau du futur. Signe de ce changement, depuis quelques années seulement, les plus grandes agences d'architecture s'intéressent aux matériaux terre. C'est le cas par exemple de Renzo Piano Building Workshop, qui a signé la préface du livre que nous avons écrit sur ce sujet, Bâtir en terre du grain de sable à l'architecture. Et ils sont en contact aujourd'hui avec Crater pour construire vers Aix-en-Provence leur première construction en terre crue, en pisé. C'est le cas aussi des autres stars mondiales qui sont Herzog et de Meuron, qui viennent juste de finir le plus grand bâtiment moderne en terre crue en Autriche pour l'entreprise Ricola, avec le constructeur Martin Rohr, qui est très connu parce qu'il a beaucoup œuvré pour le renouveau du pisé dans l'architecture contemporaine. Mais c'est aussi le cas de Wang Shu, qui est l'architecte chinois le plus connu à l'heure actuelle, et qui a reçu le prix Pritzker en 2012, c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel pour les architectes. Et lui, il est très connu pour justement ce génie du lieu qu'il a d'utiliser les matériaux du site pour construire. Là, c'est un exemple en pierre sèche. Il a utilisé des pierres naturelles, mais aussi des matériaux de démolition, avec cette technique traditionnelle, mais avec un design très contemporain et un langage très poétique. Et pour les mêmes raisons, Wang Shu construit en terre crue. Là, vous voyez par exemple un bâtiment qu'il a réalisé en pisé, protégé par une structure parapluie en acier. Et puis encore plus récemment, on a été contacté par la compagnie de Phalsbourg et associé entre autres aussi avec le designer mondialement connu Philippe Stark pour réaliser un écopole à Montpellier, une espèce de grand centre commercial qui sera peut-être, s'il est réalisé, en grande partie en terre crue. Donc ça, c'est pour les stars internationales de l'architecture, du design. Mais des gens très connus, peut-être un peu moins, il y a aussi Rick Joy, aux États-Unis, qui est l'architecte du désert. C'est-à-dire que lui, il est connu pour sa sensibilité à l'environnement désertique. Et il utilise la terre crue, le pisé, pour justement cette liaison entre le paysage minéral et cette architecture en pisé, qui a des vertus aussi dans les milieux désertiques où il fait très chaud la journée et très froid la nuit, d'inertie thermique et qui permettent d'avoir une température constante toute la journée. Voilà. Et puis on a aussi des jeunes architectes, enfin ils commencent à être maintenant connus et un peu moins jeunes, qui reçoivent des prix prestigieux d'architecture, comme par exemple Francis Kéré, qui a reçu en 2004 le prix Aga Khan d'architecture pour cette école en bloc de terre comprimé à Gando, au Burkina Faso. On a le même prix qui est décerné en 2007 à l'architecte autrichienne Anna Ehringer pour une école aussi au Bangladesh cette fois, entièrement faite à la main. La base est faite en bauge et l'étage en bambou. Un autre jeune architecte chinois, lui, toujours pour une école qui reçoit un autre prix assez prestigieux, le RIBA Award en 2009, pour une école en pisé en milieu rural en Chine. Et c'est intéressant de voir les autres lauréats en 2009 de ce prix. Vous avez des projets hyper high-tech avec par exemple l'aéroport de Pékin, le stade de Pékin, et puis au milieu cette petite école très simple, en pisé, en terre crue. Et ça, c'est vraiment le signe d'un autre futur possible pour le métier de l'architecte, basé sur une architecture simple, faite avec les matériaux qui sont sous nos pieds et à portée de main, et dans une logique très économique.
Il y a beaucoup d'autres gens à travers le monde, je ne peux pas les citer tous, qui ont contribué à ce renouveau. Ça, c'est en Corée du Sud. Shi Jun-sik, un architecte formé au cratère, qui a réalisé entre autres la maison du président de la République de Corée du Sud. Un Allemand qui s'appelle Franz Vollart et qui a réactualisé la technique qu'on appelle terre allégée. Cette maison est à ossature-bois, remplie d'un mélange de terre et de paille, un mélange léger et isolant. Au Chili, c'est Marcelo Cortés, lui, il a beaucoup travaillé sur la technique qu'on appelle le torchis, mais de manière contemporaine, avec une ossature métallique dans une logique antisismique, parce que le Chili, c'est un des pays les plus sismiques au monde. On a un Français qui s'appelle Serge Maini, qui fait partie du cratère et qui a monté l'équivalent du cratère en Inde, le Auroville Earth Institute, avec lui une très grande maîtrise technique de tout ce qui est arc, voûte et coupole. Le bâtiment que vous avez à gauche ici, c'est une mosquée de 400 mètres carrés qu'il a entièrement réalisée en 7 semaines seulement. Et puis on a aussi, dans les tendances actuelles, toujours Martin Rohr, un intérêt aussi des designers pour le mobilier intérieur, pour l'architecture intérieure. Ça, par exemple, c'est des poêles de masse réalisés en atelier qu'on peut déplacer et qui vont permettre d'avoir un foyer à l'intérieur de ce mur, de ce poêle. Et l'avantage de la terre, c'est qu'elle va récolter la chaleur du feu et quand le feu est éteint, elle continue à restituer cette chaleur. C'est aussi le principe de l'inertie. On a des designers aussi qui s'appellent Mathilde et Nicolas Béguin, qui sont frères et sœurs. Mathilde a aussi été formée au cratère et qui, eux, ont gagné un prix de design avec cette colonne en terre, qui est en fait un meuble qu'on peut ouvrir avec plusieurs compartiments. Et voilà, bon, eux, ils réalisent aussi des œuvres. Ça, c'est plutôt une œuvre d'art qu'ils ont réalisée chez nous aux grands ateliers. Une espèce de grands cylindres en pisé. Mais la matière qu'ils ont pisée, là, c'est du sable de fonderie noir avec voilà, des jeux de texture et de matière. Et puis un autre exemple encore, toujours en architecture d'intérieur, Daniel Duchert, qui lui aussi a été formé au cratère et qui lui travaille beaucoup sur tout ce qui est les enduits intérieurs. Tout ce que vous voyez là ce sont des enduits en terre. Celui qui est à gauche, par exemple, c'est une couche de terre blanche avec une couche de terre noire. Et il va gratter la terre noire pour faire apparaître des motifs. Voilà, donc tout ça, c'est l'échelle de l'architecture. Maintenant, on descend d'un cran avec l'échelle du matériau. Alors, il faut savoir déjà qu'aujourd'hui, le matériau terre est presque devenu un matériau comme les autres. La terre crue, vous pouvez en acheter dans le commerce. Le leader au niveau européen, c'est une entreprise allemande qui s'appelle Cletec, qui vend toute une gamme de produits terre crue. On a aussi une entreprise encore allemande qui vend, elle, des enduits en terre, surtout des enduits de finition de un peu toutes les teintes. Et puis en France, on a une entreprise qui s'appelle Acter et qui vend aussi beaucoup de produits terre sur le marché. Et de plus en plus, vous allez même dans des grandes enseignes, des magasins de bricolage, vous pouvez trouver au minimum des enduits en terre. Alors tous ces matériaux, toutes les techniques de construction en terre, on va pouvoir les classer en fonction de ce qu'on appelle l'état hydrique du matériau. La terre change en fonction de la quantité d'eau qu'elle contient. Quand elle est sèche, on dit qu'elle est sèche. Si on rajoute un petit peu d'eau, la terre devient humide. Humide, ça veut dire vous prenez la terre dans la main, vous arrivez à faire une boule qui se tient, mais si vous essayez de déformer cette boule, elle va se casser. Donc c'est humide mais presque sec si vous voulez. Et dans cet état d'humidité, la technique la plus répandue, c'est la technique traditionnelle, c'est le pisé, qui va consister à verser de la terre à l'état humide et pulvérulent dans un coffrage, et ensuite à compacter cette terre avec ce qu'on appelle des fouloirs pneumatiques. Et immédiatement, cette terre, une fois qu'elle est compactée, comme par magie, devient solide. Elle devient suffisamment solide pour que le mur puisse être décoffré immédiatement.
et ensuite on laisse sécher le mur pendant plusieurs mois et il atteint sa solidité finale. Alors dans le même état hydrique d'état humide, on va faire aussi des briques qu'on appelle des blocs de terre comprimés. Ça, c'est une technique qui a été inventée en 1952. Donc on met de la terre à l'état humide dans une presse. Ça peut être des presses manuelles, semi-mécanisées, complètement mécanisées. Et on obtient des briques. Alors, c'est un petit peu l'équivalent du pisé, mais en éprouvette sous forme de briques. Ensuite, si on rajoute de l'eau à la terre, on atteint ce qu'on appelle l'état plastique. L'état plastique, c'est celui de la pâte à modeler. Donc dans cet état, la terre est malléable, on peut la façonner. Et la technique la plus répandue au monde, c'est l'adobe. C'est une brique de terre moulée. Donc ici, c'est au Portugal, c'est une entreprise qui est semi-mécanisée. Le mélange est fait avec des machines, mais après, le moulage des briques est réalisé à la main dans ces moules en bois. Et on a aussi aujourd'hui des industries, surtout en Allemagne, ça c'est en Allemagne, où on a des briques de terre crue, des adobes qui sont moulées en série dans des systèmes entièrement automatisés, avec des dizaines de milliers de briques qui vont être produites par jour. Et des sites comme ça, on va en trouver aux États-Unis, en Corée du Sud, dans plusieurs pays dans le monde. Et dans ces mêmes sites industriels, là c'est toujours en Allemagne, avec ce même état hydrique d'état plastique, on a aussi des matériaux, alors ils sont plus très nouveaux maintenant, parce que ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché, mais entre guillemets nouveaux, comme par exemple des panneaux avec du roseau, et puis c'est garni de terre de chaque côté. Une fois qu'ils sont secs, on peut les visser comme du placo-plâtre. Voilà. Alors, si on rajoute encore de l'eau, la terre va devenir visqueuse. Visqueuse, ça veut dire qu'on ne peut pas la modeler. Elle colle au doigt. Et si on essaie de faire une boule avec, elle va s'affaisser sous son propre poids. Elle est visqueuse. Dans cet état visqueux, on va avoir ce qu'on appelle les mortiers de terre qui servent à coller les briques, que ce soit des blocs de terre comprimés ou des adobes. Et l'avantage de ces briques, c'est que de ces mortiers, c'est qu'ils sont très collants et ils vont permettre par exemple de réaliser des voûtes ou des coupoles sans coffrage, ce qui est une technique de construction assez rapide, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Et puis dans le même état hydrique visqueux, on a ce qu'on appelle les enduits, qui ont presque la même composition que les mortiers finalement, sauf qu'au lieu de coller les briques avec ce matériau, on va réaliser des enduits. Alors ici, vous avez par exemple un japonais très connu dans notre monde à nous de l'architecture de terre qui s'appelle Naoki Kusumi et qui est un maître. Les Japonais, ils ont des maîtres pour tous les corps de métier. Là, c'est un maître qui réalise des enduits. Et il travaille dans le monde entier. Ça, c'est une maison, par exemple, aux États-Unis. Il part faire des enduits en terre comme ça, qui sont d'une très très grande qualité de finition. La particularité des Japonais, c'est qu'ils vont travailler la matière jusqu'à ce que l'enduit soit parfaitement lisse pour obtenir une finition qui fait penser, je ne sais pas si vous connaissez le tas de lac, à quelque chose qui va briller comme ça. Un artisan français vous dira il ne faut surtout pas serrer l'enduit. Au Japon, voilà, c'est exactement l'inverse. Il serre au maximum pour que ça devienne très compact, lisse et brillant. Là, vous avez un exemple de sol en terre lissée. Alors, c'est un sol sur lequel il faut marcher en chaussettes, hein, mais voilà, la brillance vient du fait de ce travail de la matière. Voilà. Et puis si on continue, on rajoute de l'eau, la terre atteint l'état liquide. L'état liquide, ça veut dire que ça coule, comme de l'eau. Et dans cet état, on va faire ce qu'on appelle des barbotines.
Une barbotine d'argile, c'est un mélange d'argile et d'eau très, très collant, très liquide, qu'on va utiliser pour coller des fibres végétales ou des copeaux. Alors, au départ, c'était les mélanges terre-paille, comme vous voyez ici. Là, on met de la barbotine sur de la paille. Aujourd'hui, enfin un peu plus tard, on a continué dans la même logique à agglomérer des copeaux de bois. Et l'intérêt de ça, c'est de faire des matériaux non porteurs, mais plus légers et donc plus isolants. Donc c'est généralement associé à une ossature en bois. Voilà, et puis, alors j'ai pas été exhaustive, il y a encore d'autres techniques de construction en terre, mais j'ai pas le temps de les citer toutes. Maintenant, je vais passer à l'échelle de la matière. L'échelle de la matière qui est l'échelle des propriétés physiques de la matière qui intéresse de plus en plus des artistes. Ça, c'est une parenthèse sur l'art. Par exemple, Anouk Sloss, c'est une artiste qui va simplement exposer des bouts d'argile qu'elle laisse sécher dans des musées d'art contemporain. Et l'argile va se fissurer, va se déformer. Et elle dit le chemin que prend mon travail est défini par mon envie d'explorer de façon poétique les valeurs intrinsèques de la matière qui crée les paysages, la terre. Or, un autre exemple, c'est cette artiste qui s'appelle Ulrike Arnold. Et elle aime bien se promener dans des paysages minéraux avec plein de teintes comme ça différentes. Et elle collecte les terres qu'elle trouve dans ce paysage. Et ensuite, elle les utilise pour réaliser des tableaux. Et chez nous, à Hamaco, on a aussi une compagnie qui s'appelle le Collectif Terron, qui travaille beaucoup sur ce qu'ils appellent l'expressivité propre de la matière, c'est-à-dire ils essaient de montrer la matière telle qu'elle est et de faire des œuvres ici plastiques, mais surtout ils font un très beau spectacle où ils ont une espèce de grand écran de cinéma et puis ils jettent de l'argile et de la terre sous forme de poudre ou de boue et puis voilà, ça fait un spectacle qui a souvent beaucoup de succès. Voilà, et puis la partie matière, c'est surtout la partie science sur laquelle on a beaucoup travaillé, avec en particulier un atelier pédagogique qui s'appelle Grain de bâtisseur. Et cet atelier pédagogique, il part d'une question centrale que se sont posées les fondateurs du cratère, Patrice Douat et Hugo Ben. Donc pour illustrer cette question, je prends l'exemple le plus emblématique au niveau mondial de l'architecture de terre, qui est Shibam. Shibam, c'est une ville de 7000 habitants au Yémen, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO comme premier exemple de ville gratte-ciel, de cité gratte-ciel, avec des immeubles qui font 8 étages, 30 mètres de haut. Et tous ces immeubles sont entièrement réalisés avec de la terre. Donc ici, par exemple, on voit les maçons de la ville de Shibam qui façonnent des briques à la main, avec de la boue. Ils les moulent avec des cadres en bois relativement plats. Et ensuite, ils les laissent sécher au soleil. Et quand on regarde ça, pour un scientifique, mais je pense pour tout le monde, il y a une question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est comment ça tient ? Autrement dit, comment est-il possible, avec de la terre, de construire c'est-à-dire une matière qui se change si facilement en boue, de construire des immeubles de 30 mètres de haut. Et comment ça tient ? C'est une question qu'on a posée à des physiciens, à des scientifiques. Et pour comprendre comment ça tient, en fait, il faut plonger au cœur de la matière, déjà pour savoir de quoi elle est constituée. Donc par exemple, ça c'est la terre de chez nous, la terre du Nord-Isère. On voit que c'est une terre caillouteuse qui est constituée de grains de différentes tailles qu'on va pouvoir séparer par catégorie de taille avec des tamis. Alors si on lave ces grains, on va voir que les plus gros, ce sont les cailloux. Plus petits, on a les graviers. Plus petits encore, on a les sables. Et puis
Ensuite, encore plus petits, on a des grains qu'on appelle des siltes ou des limons, qui sont invisibles à l'œil nu, mais si on les regarde avec une loupe, on va voir des grains de sable. C'est juste du sable très fin. Donc du caillou jusqu'au silt, en passant par gravier et sable, c'est toujours la même chose. C'est juste la taille des grains qui va changer. Et puis pour finir, la fraction la plus fine de la terre, c'est ce qu'on appelle les argiles ou l'argile. Ça ressemble à une boue homogène, uniforme, quand on mélange ça avec de l'eau. Mais si on regarde, c'est invisible à l'œil nu, mais si on regarde cette matière avec un microscope électronique très puissant, on va à nouveau voir apparaître des sortes de grains, sauf que c'est des grains très spécifiques, d'une part parce qu'ils sont très petits, mais aussi parce qu'ils sont plats, ils ont des formes de plaquettes. Et le fait d'être très petit et plat, c'est ce qui va faire que ces argiles collent. Et donc l'argile est le liant des autres grains. Alors à ce stade, c'est intéressant de faire un parallèle entre le béton et la terre. Deux matériaux complètement différents. Donc le béton, par exemple, c'est un mélange de grains, gravier et sable, aggloméré par un liant qui est le ciment. Et la terre, finalement, on voit que c'est presque la même chose, puisque c'est aussi constitué de grains, cailloux, gravier, sable, silt, agglomérés par un liant naturel qui est l'argile. Il faut savoir que béton, à l'origine, ça désigne tout matériau fait de grains aggloméré par un liant. Donc si on était plus précis, on dirait que le béton qui est partout autour de nous, c'est en fait du béton de ciment. Et on va découvrir que la Terre fait partie de cette grande famille des bétons, et c'est en fait un béton d'argile. Alors pour comprendre ce béton d'argile, on est obligé de plonger dans la matière et découvrir les différents constituants. Le premier, ce sont les grains de sable, enfin les granulats. Le deuxième, c'est le liant, c'est l'argile. Et le troisième ingrédient très important, c'est l'eau. Donc tout cet atelier pédagogique, voilà, ça permet de découvrir ce qu'on appelle la physique la physique du tas de sable ou la physique des grains secs. Ensuite, on rajoute de l'eau pour découvrir la physique du château de sable, c'est-à-dire la physique des grains mouillés. Et ensuite, on regarde la physique des tout petits grains d'argile mélangés à l'eau, qui est la physique des bouts d'argile. Alors, je ne peux pas tout vous présenter ce soir, je n'ai pas le temps. Mais juste l'esprit de tout ça, c'est de présenter ce qu'on appelle des expériences contre-intuitives, qui produisent l'inverse de ce à quoi on s'attend intuitivement. Par exemple, ça c'est une expérience où on met du sable sur un plateau en bois, on fait des vibrations, on s'attend à ce que les vibrations augmentent le désordre, et c'est exactement l'inverse qui se produit. Tout le sable se restructure, se réorganise selon son angle de repos, pour former des figures très, très régulières comme celle-là, par exemple. Un autre exemple, ici on mélange des grains de différentes tailles dans une espèce de bétonnière rudimentaire, des gros grains rouges avec des petits grains blancs. On mélange, on mélange, on mélange. Et c'est encore une fois exactement l'inverse qui se produit. La matière va se trier par catégorie de taille. Lorsque le cadre est mis en mouvement afin de mélanger les grains. Un dernier exemple d'expérience contre-intuitive. Ici, on fait couler du sable dans l'eau. On s'attend à ce que le sable s'étale complètement dans l'eau. Et puis, c'est exactement l'inverse qui se produit. Le sable va former une espèce de stalagmite, qui est le fruit de l'action conjuguée des remontées capillaires, le fait que l'eau remonte dans la matière en grains, et de la cohésion capillaire, c'est-à-dire le fait que l'eau colle les grains comme dans un château de sable. La présence d'eau au fond de l'assiette. Alors toutes ces expériences, il y en a eu plus d'une centaine, elles sont toutes classées par thème qui renvoient à un phénomène physique. Ici, par exemple, je vais vous illustrer avec 3 expériences le thème des chaînes de force. Alors, on commence tout de suite avec une première expérience qui illustre ce thème. Là, on a un sablier en 2 dimensions. Donc, il y a un trou au milieu avec des billes de verre au-dessus. Le trou est beaucoup plus grand que les billes et pourtant, les billes ne coulent pas. Elles sont bloquées parce qu'elles forment un arc au-dessus de l'orifice. Alors
Alors les physiciens qui étudient ça parlent d'effet de voûte. Donc il faut taper un peu sur le cadre pour casser la voûte, pour casser l'arc. Les billes coulent un petit peu. Et puis évidemment, tout de suite, il y a une voûte, un arc qui se forme. Alors ces effets de voûte, ces arcs qui se produisent dans la matière en grains, vont produire ce que les industriels appellent des phénomènes de blocage. Donc pour illustrer ce phénomène de blocage, ici on prend une balance avec un tube en plastique qui est au-dessus du plateau de la balance. Et si vous regardez à droite, on voit que le tube en plastique n'est pas en contact avec le plateau. Mais par contre, tout ce qu'on met à l'intérieur du tube va pousser sur le plateau. Et ensuite, on pèse des grains dans ce tube en plastique. Donc on met un premier volume de grains. On voit que ça pèse 130 grammes. Un deuxième volume, et là, ça augmente à peine de 10 grammes. Alors que ça devrait faire 260 grammes. Et puis un troisième volume, on voit que la balance reste bloquée à 140 grammes. Et on a beau mettre plus d'1 kilo de grains dans le tube, la balance reste bloquée. Alors pourquoi ça bloque? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Les grains forment des voûtes qui prennent appui sur les parois du tube. Il y a beaucoup d'architectes dans la salle. Le grain est alors dévié sur les côtés, au lieu de se diriger vers le bas. Oui, ça pousse sur le tube. Et pourquoi ça pousse par rapport à ce que j'ai dit juste avant? J'ai entendu la bonne réponse. Oui? Ouais, des cercles. Ouais, vous avez lu le livre? Donc effectivement, effectivement, il y a des arcs qui vont se former. Dès qu'on a mis le premier gobelet, il y a un arc qui se forme et qui va s'appuyer sur le tube au lieu de s'appuyer tout en bas. Puis il y a des arcs qui se forment partout jusqu'en haut. Et donc tout se passe comme si le poids des grains était redirigé par ces voûtes dans les parois du tube. Et donc les grains n'arrivent pas à appuyer en bas sur le plateau de la balance. Non, il y a 5 mm, 2-3 mm. Et ensuite, ces arcs, on va les montrer avec un matériau un peu particulier qu'on appelle un matériau photoélastique. C'est un plastique transparent. Quand on appuie dessus avec une lumière spéciale, qui s'appelle une lumière polarisée, ça change de couleur. Donc ça, c'est très pratique parce que ça va permettre de rendre visibles les forces qui sont d'habitude invisibles dans la matière. En exerçant une pression verticale sur les grains, les chaînes de force se matérialisent sous la forme de lignes lumineuses et colorées. Les arcs et les voûtes. Voilà, et là on voit apparaître ces arcs dont je vous parlais tout à l'heure. D'un réseau de chaînes de contact entre les grains. C'est un matériau photoélastique. Les forces se propagent et se distribuent dans la matière. Les chaînes de force sont invisibles, mais il est cependant possible de les matérialiser grâce à cette technique de photoélasticité. On voit que ce n'est pas tout à fait des arcs, c'est plus précisément des réseaux de chaînes de contact entre les grains qui vont diffuser les forces et que les physiciens appellent des chaînes de force. Et ce qui est important de retenir avec ces chaînes de force, c'est que quand on appuie à la verticale comme ça, l'effort va avoir tendance à être redirigé à l'horizontale. Donc si ça c'est des... Par exemple, imaginez que ce soit des grains de béton dans un coffrage, ces grains vont avoir tendance à pousser sur le coffrage. Pour la terre, on va voir c'est encore pire, parce que la terre, pour le piser en particulier, je vous ai expliqué que ça c'est au ralenti. Je vous ai expliqué qu'on tasse de la terre avec un fouloir pneumatique, et chaque fois qu'on tape comme ça à la verticale, les efforts vont partir dans le coffrage, et donc ça fait une grande poussée. Une grande poussée sur le coffrage. C'est pour ça qu'on va utiliser des coffrages très résistants pour vaincre cette poussée horizontale. Et ça explique aussi pourquoi quand on tasse de la terre,
on va compacter des couches de seulement 10-15 cm. Parce que si jamais on fait une couche trop épaisse, de 30 cm, le bas de la couche ne sera pas compacté, puisque l'effort vertical va être perdu sur les côtés. Voilà, donc cette physique, ça va nous permettre de mieux comprendre nos matériaux, nos systèmes constructifs. Mais l'étape suivante, c'est de se demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On a compris que les grains, ça pousse sur les côtés. Comment on peut construire avec ce principe physique-là? Et donc, on a fait quelque chose de très utile. On a réalisé avec ça un super pâté de sable. Alors, comment faire un super pâté de sable? En utilisant ce principe physique de poussée horizontale des grains. On prend du sable humide, on compacte, une couche de sable de 1 cm. On a une petite armature comme ça, qu'on place au-dessus de la couche de sable, et on remet une couche de sable, et on continue comme ça. Tous les centimètres, on met une couche de sable, une armature, une couche de sable, une armature. Ensuite, on réalise un test mécanique. Donc là, on commence tout de suite avec 5 kg. D'habitude, à 3 kg, ça s'effondre. Un pâté de sable normal. Donc là, on met 9 kg. Et comme il n'y a plus assez de poids, on monte dessus. Voilà, donc ça résiste à 100 kg. Non, 3 kg. Donc juste l'armature, ça va augmenter la résistance. Et avec ça, avec nos étudiants, on a réalisé par exemple un exercice pédagogique qui consiste à faire une tour de sable. C'est une tour qui fait 3 mètres de haut, avec des murs de sable qui font que 4 cm d'épaisseur. Et ça n'a pas l'air, hein, c'est très fin, mais c'est quand même lourd, le sable. Là, il y a 400 kg de sable, donc ça résiste quand même à la pression. Et le secret, c'est toujours ces petites armatures qu'on va mettre tous les centimètres. Et on a un système qui tient grâce au frottement. Il n'y a pas de cohésion. Si vous touchez du doigt le sable, là, ça part en poussière. Mais tout tient grâce au frottement entre les grains et l'armature. Alors, pourquoi ça tient, d'après vous? Qu'est-ce que c'est qui fait que tout tient? Les arcs, voilà. Ouais. Mais vous avez lu le livre, alors c'est... Ah, bah ça m'intéresse, tiens. D'accord, bah ouais, ça m'intéresse aussi. Ouais. Donc, vous avez eu l'explication, j'espère que vous avez compris. Les grains poussent sur les côtés et en même temps, ils sont fixés par frottement à l'armature. Et donc, la poussée horizontale des grains va être reprise en traction par l'armature. Et du coup, ça tient. Voilà, donc c'est des exercices pédagogiques avec plein d'étudiants comme ça qui fabriquent une tour. On fait des coffrages, des petits coffrages. Là, on voit comment ça se passe à l'intérieur d'un coffrage. Et on fait un système de coffrage intégral, comme une tour coffrée. Et à la fin, on décoffre. Et le résultat, c'est que les étudiants sont contents.
Alors en même temps, ce système, je vous disais tout à l'heure, la grande muraille de Chine, à certains endroits, est construite en sable. Alors quand je dis ça, j'exagère, hein, c'est pas tout à fait du sable, c'est du gravier et du sable avec très peu d'argile, c'est-à-dire un matériau complètement friable. Et la seule solution qu'ont trouvé les bâtisseurs de la Grande Muraille pour construire une muraille de 5 mètres de haut dans ce paysage, c'était justement ça, superposer lit de gravier et de sable, lit de roseau qui fonctionne en traction, etc. Et ça se lie aussi à des projets de recherche qu'on a. Par exemple, ça c'est un architecte français en Australie qui s'était mis en contact avec nous pour utiliser ce système à l'échelle 1 avec le pisé, c'est-à-dire des géotextiles qu'on place entre les couches de terre compactées pour améliorer la résistance mécanique ou la résistance au séisme, etc. Alors, un autre exemple, je vais passer très vite dessus, on a aussi plein d'expériences pour comprendre ce qu'on appelle les empilements de grains. Les empilements de grains, bon, je n'ai pas trop le temps d'en parler. Il y a un livre, de toute manière que... Et en fait, ça nous a permis aussi, on s'est inspiré de cette science des grains et des empilements de grains qu'utilisent beaucoup les chercheurs du béton de ciment pour faire les fameux bétons super fluides, les chapeaux auto-nivelantes, mais les bétons super fibrés, super résistants. Cette science des grains du béton, on l'applique à la construction en terre, en particulier ici pour faire ce qu'on appelle de la terre coulée. Normalement, on ne peut pas couler la terre comme du béton parce que l'argile absorbe énormément d'eau et au séchage tout fissure. Et là, on va mettre la bonne quantité de gravier et de sable pour faire un très bon empilement granulaire qui fait qu'on a un matériau avec très peu d'eau, mais liquide. Voilà. Donc ça, c'est Patrice Douat, le fondateur de Cratère, qui coule ce premier mur en terre coulée. Là, vous voyez le résultat au séchage. Enfin, après décoffrage, ça ressemble à un mur en béton, mais c'est de la terre avec des grains. Et puis récemment, on a eu un chantier pilote dans le cadre d'un projet de recherche où là, carrément, la terre coulée a été coulée avec une petite centrale à béton, des bétonnières, des camions de ping. Ouais. Ce que vous voyez qui coule là, c'est pas du béton de ciment, c'est de la terre avec beaucoup de grains, beaucoup de gravier, beaucoup de sable, et ça coule comme du béton. Alors ceux qui font les essais les plus extraordinaires en ce moment, c'est nos collègues de Corée du Sud qui font carrément des bétons d'argile auto-nivelants comme les nouveaux bétons très fluides. Sauf que c'est de la terre. Voilà, ça c'était pour la terre. Alors je passe à la deuxième partie qui est celle des fibres végétales. Et on va voir que les fibres végétales, ça c'est quelque chose qu'on travaille, la terre c'est notre sujet de prédilection. Et on commence à travailler sur les fibres depuis à peu près 2 ans. Et on a eu un petit peu la même logique. C'est-à-dire qu'on regarde à l'échelle de l'architecture. Et la première étape pour nous, ça a été de réaliser un petit peu un inventaire des fibres végétales à travers de l'architecture en fibres végétales à travers le monde. Alors quand je parle de fibres végétales, c'est comme la terre, c'est des matériaux peu valorisés, peu connus, comme par exemple le foin, la paille, le roseau, les feuilles, voilà, tout un tas de fibres qu'on a partout autour de nous, mais auxquelles on ne pense pas forcément pour la construction. Et on constate qu'au niveau vernaculaire, il y a énormément de choses qui se font sur tous les continents, en Asie, en Europe, aux États-Unis, partout sur la planète. Et on a aussi réalisé un inventaire de ce qui se fait aujourd'hui. Et on a été très surpris de découvrir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'architectes à travers le monde qui réalisent des choses très intéressantes en fibres végétales avec des bâtiments très contemporains. On a toutes sortes d'architectures différentes, que ce soit les architectures très légères comme les tentes, ou le plus lourd, c'est par exemple la muraille de Chine que je vous ai montré, et des choses intermédiaires. Et là, on va juste regarder ce qu'on appelle, de cet inventaire, en fait, on a ce qu'on appelle une roue des fonctions de toutes ces fibres végétales dans l'architecture. C'est important de regarder cette roue parce qu'aujourd'hui, quand on pense fibres, on va forcément penser matériaux pour isoler.
Mais au niveau architectural, en fait, ces fibres peuvent aussi servir à filtrer, à coffrer, à habiller, à couvrir, à porter et franchir, à armer, fibrer. Elles peuvent avoir énormément de fonctions. Donc je vais passer très vite sur ces architectures à travers ces fonctions. Alors la plus évidente, c'est isoler, habiller. Donc là, je vais en parler très peu, isoler. Donc là, c'est un des rares exemples de bottes de paille où la fibre est apparente, un pavillon qui a été réalisé en Alsace. Mais on a aussi des fois la fibre pour filtrer. Ça, c'est une installation éphémère qui a été réalisée par un groupe d'architectes au Mexique. C'est de la corde, des cordes en fait qui servent de filtre. Filtrer, on peut aussi filtrer la lumière avec ici des grandes membranes en osier qui ont été réalisées par un architecte chilien. La fibre va servir à habiller. Ça, par exemple, c'est un logement social qui a été réalisé à Madrid en 2007. Et tout ce que vous voyez en parement de façade, c'est de la fibre, c'est du petit bambou qui habille cette façade, mais qui en même temps, pour des raisons bioclimatiques, va filtrer la lumière. On a un architecte qui est connu, qui s'appelle Wotrongnia, qui fait une architecture ici très très simple et très économique, où il utilise aussi le bambou à la fois pour habiller et filtrer. C'est le cas aussi de cette bibliothèque en Chine, où le bâtiment est complètement habillé de simples branches d'arbres qui sont utilisées comme des fibres qui filtrent. Autre fonction architecturale très connue, c'est la couverture, le chaume par exemple, qu'on va retrouver chez nous en Isère par exemple, de grosses toitures en chaume au-dessus d'une ferme en pisé, en terre. Mais bon, ça on va le retrouver partout sur la planète, par exemple ici sur les îles Fidji. Mais j'aurais pu prendre énormément d'exemples. Le chaume traditionnellement c'est très très utilisé. Et aujourd'hui, en particulier en Hollande, il y a des architectes qui réactualisent complètement cette technique du chaume. Ici, c'est une chaumière, mais avec un design très contemporain. L'architecte a prolongé le toit sur le mur pour réaliser ce bâtiment, où du coup, l'intelligence bioclimatique, c'est ça habille, ça couvre et ça isole. Voilà, c'est enfin un bel exemple d'isolation par l'extérieur. Il y a beaucoup d'architectes, parce que quand je fais cette blague, en général, ça ne marche pas. Et ben voilà, c'est beaucoup utilisé même pour des logements sociaux. Comme vous voyez ici, la façade qui est complètement couverte. Alors on a été étonné de découvrir que toute cette filière chaume, voilà, c'était relativement utilisé. Et parfois, on couvre avec des matériaux très surprenants. Ici, c'est au Danemark, sur une île. C'est une maison qui date du XVIIe siècle. Et l'énorme monticule que vous voyez au-dessus, c'est pas du chaume, c'est des algues. Plus précisément, c'est une herbe marine dont j'ai oublié le nom. Et voilà. Et alors, il y a des architectes qui ont, sur la même île, réactualisé ce système constructif en réalisant une maison à ossature-bois qui est couverte avec ces algues. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis ces algues dans des espèces de filets comme ça. Et l'intérêt de cette herbe marine, c'est qu'elle est très salée et elle a une durée de vie beaucoup plus longue que le chaume. Alors, couvrir, habiller, après ça, on va le voir dans tous les habitats primitifs, les huttes, dans différents pays du monde, où on a aussi la fibre à l'intérieur, les branchages qui servent aussi à porter, à effranchir, la fibre, la corde, qui peut être utilisé comme lien. Donc la fibre sert à énormément de choses. Ça, ce sont des huttes zoulous en Afrique du Sud. Et puis on a aussi, au niveau contemporain, une sorte de hutte géante réalisée par un architecte vietnamien qui est entièrement recouverte comme ça de chaume. Donc la fibre qui couvre, qui habille, et puis aussi à l'intérieur la fibre qui porte en bambou et qui franchit. Et puis voilà, il y a vraiment toujours, c'est un peu comme la terre, c'est paysage végétal avec cette couverture végétale aussi et une harmonie
un dialogue qui va s'instaurer entre les deux. Voilà l'intérieur du bâtiment avec une conception bioclimatique où le trou qui est en haut va permettre d'évacuer l'air chaud et de créer une ventilation avec les ouvertures qui sont en bas. Voilà, et puis la fibre, il y a aussi tout ce qui est la vannerie, le tressage, qu'on va retrouver, ça c'est assez rare. C'est une maison, un habitat en Éthiopie qui est entièrement tressé comme un panier géant. Donc c'est fait avec du bambou qui est coupé sous forme de latte plate et puis l'habitat est entièrement tressé comme un panier géant. Et toujours la même construction. Ensuite, on utilise une autre fibre qui sont des feuilles de bananier pour couvrir avec un effet un petit peu tavaillon à la fin. Voilà. Alors ça, on retrouve aussi de la fibre beaucoup chez nous. En Méditerranée, par exemple, on a énormément de cabanes de pêcheurs en roseau qu'on va retrouver partout aussi dans d'autres pays comme par exemple l'Italie ou le Portugal. Et puis il y a un architecte portugais qui a justement réactualisé cette cabane de pêcheurs traditionnelle, mais toujours avec un design beaucoup plus contemporain. Voilà. Alors la fibre peut être utilisée aussi, c'est beaucoup plus rare, pour porter et franchir. Ça c'est une construction en Irak, ça s'appelle un moudif, et c'est du roseau. Donc on a des arches comme ça, gigantesques, en roseau lié. Et ce qui est exceptionnel là-bas, c'est que le roseau va servir à toutes les fonctions, porter, franchir, filtrer, ventiler, couvrir, habiller, pour une raison simple, c'est que c'est construit dans un marais où on n'a que de l'eau et du roseau. Il n'y a pas d'autres matériaux de construction. Et on voit que sous la contrainte, les gens trouvent toujours des solutions pour construire. Alors ça, c'est un dernier exemple d'architecture au Pérou. C'est un pont qui s'appelle Kehuachaca. Donc les gens, tous les ans, refont le pont. Ils commencent par couper de l'herbe. Ensuite, ils vont la mouiller et la tresser à la main, comme ça. Et puis, ils vont rassembler les brins en cordes plus grandes. Donc, ils tournent comme ça pour touronner, pour faire une corde géante. Et puis, ils prennent 3 grandes cordes comme ça qui vont tresser une corde encore plus grande. Et ensuite, ils traversent le précipice et ils réalisent un pont. Et puis, ils vont faire aussi la barrière avec des cordes, etc. Voilà, et ça, c'est une très belle illustration de comment on passe du brin d'herbe à l'architecture. Alors, au niveau du matériau, on a tout un tas de fibres dans la nature qu'on va retrouver dans les graines, les fruits, les feuilles, les tiges, les écorces, les fibres animales. Ça va être par exemple les plumes, les poils, les sécrétions. Et toutes ces fibres que vous voyez là, coco, coton, sisal, lin, etc., on les transforme en matériaux de construction. Alors souvent pour l'isolation, mais pas seulement. Voilà. Je ne vais pas les citer tous, mais il y a une grande diversité. Alors, ce qui est intéressant toujours, c'est cette idée que des fois, on a des fibres à portée de main et on ne les voit même pas. Donc là, par exemple, c'est du sisal. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu la plante. Et on va voir ici comment, très rapidement, on peut extraire la fibre de la plante. Donc là, on voit apparaître ces fibres, juste en grattant et en enlevant la matière de cette plante. Puis immédiatement, cette fibre va être toujours pareil, tressée comme ça. Petite épilation pas chère. Et puis immédiatement, elle est transformée, elle est tressée pour faire un hamac géant.
Voilà, et donc nous, on aime beaucoup ce passage quand on peut voir et ressentir ce lien direct de la matière première aux matériaux qu'on transforme en structure, en architecture, etc. Voilà, c'est fait. Alors, ce serait beaucoup trop long de parler de tous les matériaux en fibre végétale. Il y en a encore plus que pour la terre. C'est un monde encore plus vaste. Alors, je vais juste présenter quelque chose qu'on fait au Sénégal avec un projet qui s'appelle TIFA. Et au Sénégal, l'idée, c'est qu'il y a un roseau envahisseur qu'on appelle chez nous le roseau des marais. Là, c'est la massette ou la quenouille aussi. Et en fait, cette plante est devenue envahissante à la suite de la construction d'un barrage anti-sel. Donc les eaux sont devenues douces et ça a fait que cette plante a complètement proliféré, elle envahit tout et le Sénégal est bien embêté. Voilà. Donc au début, il y a eu énormément d'argent pour lutter contre cette ressource. Et puis maintenant, la logique, c'est plutôt comment on peut la valoriser, lui donner une valeur économique, et en particulier pour en faire un matériau de construction pour l'efficacité énergétique du bâtiment. Donc ça, c'est la demande que nous a fait le Sénégal. Donc au départ, on prend cette plante, on va la décortiquer, on voit qu'elle est constituée de feuilles, de tiges et d'une fleur. Alors les feuilles, c'est des feuilles plutôt épaisses, avec une structure alvéolaire, une espèce de mousse naturelle. Et puis voilà, donc c'est très léger, on se dit qu'on va avoir une bonne capacité d'isolation. Les tiges, elles sont pleines, coniques, voilà. Elles sont pas creuses comme la paille ou le roseau. Et puis on a la fleur que on peut, si on dépiote la fleur, en fait, ça fait un énorme tas de petites fibres, de microfibres, on appelle ça microfibres. Et en fait, ces trois matières premières, ensuite, on va les transformer en une série de matériaux, de prototypes de matériaux. Donc par exemple, ici, on a fait ce qu'on appelle un panneau de feuilles. Donc c'est juste du 100% feuilles et fil de fer. Et on imite les panneaux de roseau qu'on trouve sur le marché européen. Je ne sais pas si vous connaissiez les panneaux de roseau, mais voilà, chez nous, en tout cas, dans nos réseaux, c'est bien connu. Et vous voyez la différence entre les deux. Nous, on a un matériau du coup qui est plus léger, qui est bien rigide quand même, qui a une meilleure capacité d'isolation. Alors ça, on peut voir les panneaux de roseau pour ceux qui ne connaissent pas. Après, les utilisations qu'on peut en faire, c'est isolation en intérieur ou en extérieur. Ça, c'est un architecte allemand qui a complètement rénové comme ça un bâtiment tout en roseau avec au final un enduit à la chaux blanche. Voilà, ça c'est un exemple de prototype de matériaux. Autre exemple, c'est ici on va mélanger, on va appeler placotère, on va mélanger de la boue d'argile avec les microfibres. Et on fait le produit qu'on imite, là, cette fois, c'est ce qu'on appelle le fermacelle. C'est un mélange de plâtre et de papier avec de l'eau. Et alors, c'était pas évident parce que cette fleur de massette, là, comme vous allez le voir, elle est... là, on a mis du savon pour pouvoir la mélanger dans l'eau, mais parce que sinon, elle est hydrophobe. C'est-à-dire, elle repousse l'eau. Donc, quand on la met dans la terre, ça ne veut pas se mélanger. Bon, on a résolu le problème et du coup, on a fait ce matériau. Là, on voit le zoom, on voit ces petites fibres qui sortent. Et l'intérêt, c'est que... Au revoir. Là, c'est juste de l'argile et de la microfibre. C'est sec. Il n'y a pas de trucage. Voilà, cassé. Donc ça résiste très bien au choc, à la fissuration. Et du coup, c'est un matériau qu'on va pouvoir utiliser comme un peu un aggloméré de bois qu'on va pouvoir déjà transporter, parce que la terre en panneau en particulier, c'est dur à transporter, c'est fragile, ça se casse. Là, on peut le transporter, on peut visser, on peut... on a fait un petit essai là où...
On a fait un petit essai aux grands ateliers où il y a une machine à commande numérique et on l'a usiné. Voilà, comme n'importe quel matériau usinable. Et ça fait ça, voilà. Donc bon, c'était un essai, c'est pas très. Voilà. Donc ça, c'est bon, il y en aurait d'autres, mais je vais finir avec la matière. L'échelle de la matière, en fait, on a eu la même logique de se dire, on va essayer de comprendre ces matières en fibre à travers toute une série d'expériences que je vais vous montrer. Alors là, je choisis juste un thème qu'on appelle le fibre et l'eau, les fibres et l'eau. Donc, comme vous savez tous, si vous prenez une tranche de bois, il y a beaucoup d'eau dans le bois qui vient d'être coupé. Donc, cette eau va s'évaporer, ça fait du retrait et ça peut fissurer. Mais si vous prenez une tranche de bois extrêmement fine, au lieu de fissurer, ça se déforme. Donc ça, c'est en 48 heures, ça sèche. Ça prend 48 heures. Donc c'est long à filmer quand même. Ah, il y a de la musique, je crois. Ah, non. Voilà, et donc ça se déforme au lieu de fissurer. Et ces phénomènes de déformation, on peut les mettre en évidence avec une simple feuille. Si vous trempez une feuille dans l'eau, une feuille de papier, vous allez voir le papier qui va gonfler et qui va onduler. Voilà, parce que en gonflant, les fibres s'allongent, enfin le papier s'allonge, et l'excès de longueur doit être compensé par de la courbure. Alors si vous posez par exemple une feuille de papier calque dans l'eau, ça c'est les physiciens de l'ESPCI à Paris qui travaillent là-dessus, pour de vrai. On voit que le papier, la face inférieure va se mouiller, va gonfler, et donc ça se courbe. Alors en même temps, si vous prenez une feuille... Ah, ça marche plus. Si vous prenez une feuille de papier et que vous la coupez dans le sens de la diagonale, enfin dans le... Ouais, voilà ce qui se passe. Mais voilà, Ça s'entortille. je pense que c'est ça. Alors pourquoi ça fait ça? Que je suis Parce qu'il y a quelqu'un qui... pour son On n'a pas encore écrit le livre là, donc c'est... planche. Hein? Oui. Exactement. Le papier est orienté presque comme le bois. Les fibres, bon, le bois c'est très visible, hein, les fibres sont orientées. Le papier, surtout le papier industriel, et plus le papier est de mauvaise qualité, plus les fibres sont orientées comme ça. Et donc, tous ces phénomènes qu'on montre avec le papier, ça marche aussi avec le bois. Ça, c'est une feuille de bois. On a vaporisé de l'eau au-dessus de la feuille de bois. C'est en temps réel. Ça bouge. Voilà. Et puis alors ça, c'est parce que les fibres sont dans ce sens-là, on les voit. Si on fait la même expérience avec les fibres dans ce sens-là, c'est moins spectaculaire. Et si on prend les fibres dans le sens oblique, ça fait comme tout à l'heure. Alors ça, c'est important pour comprendre justement tous ces phénomènes. Si on achète du bois qui n'a pas bien séché, voilà ce que ça donne. Ça va complètement se déformer et faire des problèmes. Donc là, on voit un détail constructif justement qui essaie de pallier à ce problème-là. Hein. Les planches, elles ne bougent pas beaucoup quand il pleut, elles ne s'allongent pas beaucoup dans le sens de la planche, de la fibre. Mais par contre, dans ce sens-là, ça bouge. Et du coup, on met les planches comme ça en quinconce pour qu'elles puissent se dilater quand il pleut, enfin gonfler quand il pleut et faire le retrait sans que ça fasse de problème.
Bon, ça, je vais passer là-dessus. Voilà, et puis je vais mettre de la musique là. Ça, c'est des physiciens de l'ESPCI qui travaillent sur la pomme de pin. Ça se passe de commentaires. Voilà. J'espère que vous regarderez les pommes de pin différemment. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais conclure. Donc, en fait, on a vu les différentes échelles de la matière à l'architecture. Donc, quand on construit avec les fibres végétales, on part d'une ressource naturelle qui est la plante. De cette plante, on va extraire différentes matières premières. Ces matières premières, ensuite, on les transforme en matériaux. En matériaux. Plusieurs matériaux assemblés entre eux forment des éléments, par exemple une paroi isolante. Plusieurs éléments assemblés entre eux peuvent former une structure. Une structure peut s'intégrer au sein d'un édifice. Et puis ça, c'est plus rare. Plusieurs édifices peuvent former une agglomération. Et pour la Terre, c'est la même chose. On part d'un point de départ qui est le sol. Ce sol, on va en extraire différentes matières. Ces matières, on peut les transformer en tout un tas de matériaux différents. Les matériaux s'assemblent pour former des éléments. Plusieurs éléments vont former une structure. Une structure va être protégée par l'architecte selon l'adage « bonne botte, bon chapeau » au sein d'un édifice. Plusieurs édifices forment une agglomération qui s'intègre dans un territoire. Donc en fait, en partant du territoire, on voit qu'on a une série de transformations de la matière en matériaux, en éléments, en structures, en édifices, en agglomérations qui s'intègrent elles-mêmes dans un territoire. Donc c'est un cycle spatial. Et tout ça, pour nous, ça constitue l'architecture au sens large. Donc ça veut dire que c'est pluridisciplinaire. Il y a à la fois des géologues, des biologistes, des architectes, des ingénieurs, etc. Et le métier de l'architecte, c'est plus seulement de concevoir l'espace à l'échelle de l'édifice, c'est d'essayer de concevoir toute cette chaîne de production avec comme objectif de former des professionnels capables de construire avec les matériaux qui sont juste sous nos pieds ou à portée de main. Voilà, et puis je finis avec cette image. Ça, c'est juste de la boue d'argile dans un évier. Et on salit les éviers. Et on voit qu'il se crée, si on regarde bien dans cet évier, un réseau de lits de rivière miniatures, des marques de ruissellement qu'on peut retrouver sur la plage. Par exemple, quand vous promenez sur la plage à marée basse, l'eau s'en va et puis on voit apparaître ces marques de ruissellement.
Et on va les retrouver à une échelle au-dessus, ça c'est le bassin d'Arcachon. Vous voyez les bateaux, et là on a des marques de ruissellement géantes. Chaque fois que la marée s'en va, ça fait des grandes marques de ruissellement. Et si on regarde à une échelle supérieure, on voit ces marques de ruissellement de plus en plus haut. Voilà, encore plus haut, encore plus haut. Voilà, encore plus haut. Et puis encore plus haut. Et puis là, on a le bassin d'Arcachon qui est une énorme marque de ruissellement géante. Voilà, et tout ça, c'est dans la logique de voir un monde dans un grain de sable. Et la terre ou les fibres végétales sont un univers beaucoup plus vaste que le sable. Et donc, on se rend compte que c'est des infinis. Et c'est pour ça aussi que la terre ou les fibres végétales sont des matériaux du futur, largement encore à découvrir, à explorer et à expérimenter. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Romain. Vu le monde qui reste dans la salle, ça veut dire que ça a beaucoup plu. C'est le moment des questions. Je vois que Chloé s'est jetée sur moi pour en poser une, donc tu es la première. Bonjour, moi j'ai une question. Ça fait pas mal de temps qu'on essaye de construire en terre et aujourd'hui on est confronté, dès qu'on est en ERP, donc établissement qui reçoit du public, à des normes. Et dénormer, comment est-ce qu'on fait pour dénormer en terre ? Construire en terre aujourd'hui avec les bureaux de contrôle qui nous demandent des vérifications techniques dans tous les sens. Pour l'instant, nous, on n'a jamais réussi à passer la barre. Alors nous, on n'est pas dans la logique de dénormer, on est plutôt dans la logique de faire des règles professionnelles. La première étape à la norme, c'est de faire des règles professionnelles, des ATEX. Sur le pisé, par exemple, on travaille sur un ATEX de type A. Sur les enduits, il y a maintenant une règle professionnelle qui a été écrite. Voilà, donc on est plutôt dans ce processus-là de normaliser pour justement pas être bloqué. Donc première étape, c'est règles professionnelles, comme le réseau botte de paille qui a sorti les règles professionnelles de la botte de paille. Donc voilà, on va plutôt dans cette logique d'essayer d'avoir des normes, non pas pour normaliser, mais pour qu'on puisse le faire et le démocratiser. Voilà. Un ATEX coûte très cher. Oui, donc, là on le finance sur nos fonds, ATEX pisé. Oui, parce que c'est le problème, c'est qu'il faut des gens qui payent, quoi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ATEX. Mais petit à petit, voilà, il y a déjà une norme expérimentale qui a été faite sur la BTC, bloc de terre comprimé, en lien avec un grand projet à Mayotte sur lequel a travaillé Crater pendant des dizaines d'années. Voilà, donc c'est le... Après, il y a aussi des bureaux d'études qui se montent sur la terre crue, ça aide beaucoup. Il y a un BE Terre. On a un collègue à Mako qui est un ancien constructeur qui travaille à mi-temps chez nous et qui a monté un bureau d'études terre, ce qui facilite les projets là, qui se construisent aujourd'hui en France. Voilà. Mais c'est vrai que ça reste une difficulté. Quels sont les isolants qu'on peut utiliser avec les murs en terre ? Est-ce qu'on peut utiliser les isolants conventionnels comme Rockwool, des choses comme ça Il vaut mieux éviter les isolants pas perspirants. Parce que, en fait, le pire ennemi de la terre, c'est l'eau. Et souvent, par exemple, si on met des surfaces étanches, comme des enduits pas perspirants sur la terre, on croit protéger la terre pour empêcher, en fait, on essaie d'empêcher la pluie de toucher le mur. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'eau arrive toujours à pénétrer dans le mur pour différentes raisons. Par exemple, s'il y a une fissure, s'il y a quelque chose, l'eau va pénétrer. Et comme on a mis un enduit, l'eau ne peut plus s'évaporer. Et donc, au fil du temps, l'essentiel, c'est que la terre puisse s'évaporer si elle est mouillée. C'est pas de la protéger absolument. Donc, pour les isolants, c'est pareil que les enduits. Si on met un isolant étanche sur de la terre, c'est pas bon. Donc, Voilà, en fait, si on ne peut pas faire un bâtiment étanche en terre, c'est-à-dire qu'avec
avec les exigences de maison passive, par exemple, on ne peut pas faire une maison passive telle qu'on la comprend aujourd'hui, on ne peut pas la faire en terre. Parce que- Si, quand je dis perspirant, ça ne veut pas dire non plus qu'il y a plein de fuites d'air de tous les côtés, hein. C'est juste qu'il y a des matériaux poreux qui laissent passer la vapeur d'eau. Voilà, c'est laisser passer la vapeur d'eau. Merci. Oui. Juste une question à propos de certains architectes qui stabilisent la terre avec du ciment. Et est-ce que ça risque pas de nuire aux propriétés même du matériau terre, comme le fait que ça régule l'hygrométrie et le fait que le matériau respire? Alors pour l'hygrométrie, je ne sais pas répondre, mais c'est sûr que mettre du ciment, l'avantage c'est qu'on protège la terre de l'eau. C'est-à-dire que même si elle est complètement saturée d'eau, ça continue à tenir. Le problème, c'est que on va perdre la réversibilité du matériau. Par exemple, nous, un mur en terre non stabilisé, quand la construction en terre est démontée, la terre retourne à la terre et ça repousse à nouveau l'agriculture et tout ça. Enfin, on est dans une logique de quelque chose qu'on peut réutiliser, qui laisse pas de traces. Donc c'est quand même chouette. Enfin, c'est quand même je pense pas que stabiliser au ciment ça change beaucoup de choses par rapport à la porosité. Le fait, après, il y en a qui stabilisent à 15%, c'est-à-dire c'est comme des murs en béton. Enfin, dans le ciment, il y a 20% de ciment, donc si dans la terre on met 15% de ciment, ça devient absurde. Mais bon, après, stabiliser à 3-5%, ça peut se défendre des fois. Enfin, il y en a pas plus, mais oui, ça se fait aussi. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui préfèrent la chaux, il y en a qui préfèrent le ciment parce qu'ils trouvent ça plus simple, plus rapide, je sais pas, ça c'est fou. Les constructeurs, ils ont des goûts différents. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas tant des raisons scientifiques. Alors écologiques, oui, évidemment. Il y en a qui préfèrent la chaux pour des raisons écologiques, mais voilà, des constructeurs, ils ont des affinités avec tel ou tel stabilisant. Voilà, il y a beaucoup, j'ai pas montré tout ça, mais il y a beaucoup de recettes traditionnelles il y a beaucoup de recettes traditionnelles. Parle plus fort, ça, non ? Pour stabiliser la terre, par exemple avec du blanc d'œuf, avec des algues, avec de la colle de farine, des choses comme ça, quoi. Il y a de plus en plus. Moi, j'ai une question. Vous avez un peu montré la terre et ses états. Est-ce qu'on peut construire avec tout type de terre ? Ça, c'est compliqué comme question. La terre végétale, par exemple, Romain. Je change d'avis régulièrement. Alors, à la base, la première étape quand on ne sait pas construire en terre, c'est de ne pas construire avec n'importe quelle terre. Parce qu'il y a des terres qui sont bonnes et des terres qui ne sont pas bonnes. Donc ça a été la logique de Cratère pendant 20 ans, d'expliquer comment on reconnaît, par exemple, une terre qui est bonne pour faire du torchis, une terre qui est bonne pour faire des adobes, une terre qui est bonne pour faire du pisé. Voilà, on identifie les terres et puis Et aujourd'hui, Patrice Douat, justement le fondateur, il dit aujourd'hui on construit avec n'importe quoi. Parce que justement, on dit, on n'est pas obligé de faire ça. Hein. Chacun peut. Enfin, les deux logiques sont complémentaires. L'autre logique, c'est de dire ma terre est mauvaise. Ben, je vais la compléter parce que c'est un béton. Si elle est mauvaise, c'est forcément qu'il manque quelque chose ou qu'il y a quelque chose en trop. Par exemple, si elle a trop d'argile, bon, ben, je rajoute des grains. Inversement, elle n'a pas assez d'argile, ben, j'enlève des grains. Voilà, donc on peut. Si on va un peu loin, on peut dire que toutes les terres sont utilisables, en tout cas, mais pas telles quelles. Et puis surtout, il ne faut pas utiliser la terre végétale. Donc ça, j'oublie toujours de le dire en introduction. C'est pas la terre qui est pleine d'humus qui sert à faire pousser les plantes, c'est la terre exclusivement minérale qui est dessous. Voilà. C'est vrai que ça, c'est le seul. Mais encore que, au niveau vernaculaire, on voit des constructions en mode de gazon. Il y a toujours des exceptions, oui, à la règle. Il ne faut pas. C'est une question très bête. Oui.
Bon, c'est pas très inquiétant. Hein. En fait, justement, la maison que je me montrais de Martin Rohr, c'est voilà, je prends la terre et je fais les murs avec. Donc il y a un trou. Serge Maini, là, qui fait les voûtes et les coupelles, il aime bien, lui, faire des bâtiments, justement, où il y a le rez-de-chaussée qui est semi-enterré. Et avec ça, il monte le plus haut possible sur 4 étages. Et puis, de toute manière, de la terre et de l'argile, des gisements d'argile, on en a énormément. C'est un déchet pour toute l'industrie du granulat qui va jeter la terre, enfin la stocker, en fait, et qui cherche à la valoriser. Donc, il y a des montagnes, par exemple au nord de Paris, il y a des entreprises qui sont... leur métier, c'est de récolter la terre des chantiers de la ville, de Paris, et ils font des montagnes artificielles géantes avec. Et voilà, donc on a vraiment le temps de s'inquiéter de ce problème. Il y a des gens qui posent la question très sérieusement, mais c'est bon, je pense que c'est pas le plus gros problème de la Terre. Le plus gros problème de la Terre, c'est sa sensibilité à l'eau, et puis le fait que ça se démocratise et que ce soit économique. Mais, oui. Oui, merci pour la présentation. Ça semble assez intuitif et assez bénéfique. Enfin, c'est super beau, la Terre, ça paraît idéal. Je me demandais pourquoi il n'y a pas plus d'architectes qui s'emparent de ce type de construction. Et est-ce qu'il y a un moment où ce savoir-faire a été peut-être perdu ou détourné ou abandonné? Est-ce qu'il y a des raisons qui expliquent Oui, en fait, il y avait tout un savoir-faire. Quand Cratère a été fondé, maintenant, ça fait plus de 35 ans maintenant, ça avait complètement disparu. C'est-à-dire dans le milieu universitaire, les écoles d'architecture et même dans les pratiques, ça avait complètement disparu. Et tous les gens qui faisaient la construction en terre, par exemple chez nous, dans la région Rhône-Alpes, où c'est le plus grand gisement européen de construction de terre crue, c'était fait par les charpentiers. C'était le même corps de métier qui faisait la charpente, enfin ils faisaient les coffrages en bois, tout ça, et puis après il fallait juste compacter. Et il y en a énormément qui sont morts dans les tranchées la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, il n'y a pas que ça. Après, c'est des matériaux qui ont été exclus au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec tous les matériaux modernes, construire vite, en verre, en acier, etc. Donc les savoir-faire ont complètement disparu. Ça, c'est une raison. Après, l'autre raison, c'est qu'en général, c'est cher. Par exemple, le pisé, c'est ce qui vous attire, vous, les architectes, le plus aujourd'hui, parce qu'il y a Martin Rohr qui est passé par là. Mais ça coûte 500 euros, 600 euros du mètre carré. Donc, si on veut faire de l'habitat économique, il vaut mieux utiliser d'autres techniques de construction qui sont beaucoup moins chères. Après, ça se démocratise quand même. Par exemple, les enduits, voilà, je vous disais... si on veut faire des enduits en terre aujourd'hui, on va dans n'importe quel magasin de bricolage, on peut faire des enduits en terre. Oui. Oui. Ben justement, les entreprises qui... En fait, la difficulté pour vous, c'est plus de trouver l'entreprise. Et les entreprises qui construisent en terre, là, que je montrais, nos collègues, par exemple, ils ont la garantie décennale, alors qu'il n'y a pas de normes. Alors, je ne sais pas comment ils font. Mais c'est en lien avec ça, le fait qu'il y a une loi qui dit qu'un système constructif traditionnel, on peut le faire même s'il n'y a pas de normes. Donc, le pisé, dans une région de pisé, on peut en faire. Mais ça ne suffit pas forcément. Donc, enfin, voilà, après, il y a des bureaux de contrôle qui sont durs des fois. Les assureurs, finalement, ça a l'air de marcher pour les entreprises qui savent construire en terre. Bonne botte et bon chapeau. En fait, c'est pour protéger un mur en terre, il faut le protéger évidemment de la pluie qui vient du ciel avec un bon chapeau, un déborde. Alors lui, il a fait son système comme ça, là. On voit des lignes. Alors c'est ce qu'il dit, hein. Et il a déjà fait ça depuis 20 ans. Il trouve que ça marche bien. Et il a des briques, des briques plates, des tuiles plates, enfin
Ouais, je crois que c'est des briques plates qui dépassent de 2 cm tous les 20 cm et qui ralentissent l'érosion. Voilà. Et en fait, dans l'architecture contemporaine, on fait de plus en plus de petits débords de toiture parce que le principal problème, c'est pas tant la pluie qui vient d'en haut que la pluie qui vient d'en bas. Enfin, que l'eau qui vient du sol, qui remonte par capillarité, qui va saturer la base du mur, ça gèle, ça éclate, c'est là qu'on a un sillon destructeur. Voilà, c'est surtout la base du mur le problème. Et la base du mur, à partir du moment où on a fondation, soubassement et une barrière capillaire, on a réglé 90% du problème. Alors après, il y a des terres. Chez nous, par exemple, nos terres à Pisé, il peut pleuvoir comme ça dessus, ça ne bouge pas. En façade, ça ne s'érode pas. Il y a des terres qui s'érodent beaucoup plus. Ça, c'est dépendant de l'argile, qui ont une sensibilité à l'eau, les terres très différentes l'une de l'autre. Et quand on a une pluie comme ça sur une façade d'une terre qui est sensible à l'érosion, ben on enduit. Il n'y a pas d'autre solution que d'enduire avec de la chaux en général. Voilà. Les fondations, ça va être traditionnellement pierre, brique cuite, aujourd'hui béton. Ça se fait quasiment tout le temps. La plupart des constructions là, que j'ai montrées contemporaines, c'est fondations sous bassement béton. Serge Magny, lui, il fait des fondations en Inde, en terre, c'est-à-dire il prend la terre, il creuse le trou, il la mélange avec 5% de ciment et il la remet dans le trou. Donc il stabilise la terre pour faire ses fondations. Je suis pas sûr que ça marche dans nos climats, ça, parce qu'avec le gel, dégel, je sais pas ce que ça donnerait, mais voilà. Mais sinon, tous les matériaux qu'on peut utiliser habituellement en fondation. Ok, je vous propose qu'on aille continuer devant un verre de vin. Ça vous va? Vous pourrez vous poser vos questions à Romain. Merci beaucoup encore. Merci Romain. Merci tout le monde. Merci Aquitanis et merci 180 degrés ingénierie.